Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour du secteur et des métiers de la propreté. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, sont Madame Sabine Ergotte, déléguée régionale Est Phare Propreté, ainsi que Monsieur Éric Baran, administrateur Phare Propreté. Ce cycle se poursuivra en mai avec un webinaire dédié au métier de l'aide à domicile. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je vous donne quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Donc, en haut à droite de la présentation qui apparaîtra tout à l'heure, vous aurez la possibilité de la télécharger en cliquant sur la petite icône, un nuage avec une flèche qui descend. Enfin, sur la droite de votre écran, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voudrez tout au long de l'intervention par le biais de ce chat. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants, mais avant, nous allons commencer par une petite vidéo et je vous souhaite un excellent webinaire. La satisfaction des clients s'est intégrée et l'on note une nette progression de la motivation chez nos collaborateurs. C'est remarquable. Merci à vous. On n'imagine pas l'impact de la propreté sur les performances de l'entreprise. Rendez-vous sur achat-propreté.com. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette présentation des métiers de la propreté. Je remercie également Amphore et Caroline Perrin de nous permettre d'animer donc ce webinaire. Donc, comme Caroline vous l'a indiqué, je suis donc Sabine Ergotte, déléguée régionale du Phare Propreté sur les territoires Alsace-Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Monsieur Éric Baran, qui est effectivement administrateur de la FEP Grand Est du Phare, mais qui est également dirigeant d'une entreprise de propreté. Ce que je vous propose aussi, c'est que nous soyons sur des modalités d'échange, que cette animation fasse l'objet d'échanges entre les participants et nous-mêmes et que ce ne soit pas uniquement de l'information descendante. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questionnements, de vos remarques qui seront traitées par Caroline tout au long de ce webinaire. Voilà, alors, dans un premier temps, je vous propose un rapide focus sur notre organisation professionnelle. Donc, l'ensemble des acteurs de la propreté sont regroupés au sein de ce que nous nommons chez nous en interne le monde de la propreté. Et donc sont identifiés au sein de cette organisation, d'une part, la Fédération des entreprises de propreté, qui est la principale organisation patronale en charge de la négociation collective des entreprises de propreté. Elle est relayée sur les territoires par un certain nombre de chambres patronales régionales. Pour le Grand Est, et quand je dis le Grand Est, j'intègre effectivement le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. La FEP Grand Est donc est installée à Dijon, son siège est à Dijon, et elle dispose de deux autres implantations basées sur Strasbourg et Reims. Donc, à partir de ces organisations patronales, se sont structurées différentes structures. Donc, d'une part, l'INI, qui est l'organisme de formation de la branche, qui dispense l'ensemble des formations continues et les CQP de branche.
Ligny est implanté sur un grand nombre de territoires, par exemple Dijon, Besançon, Mulhouse, Strasbourg, Metz, Reims, s'agissant du territoire du Grand Est. L'OC, qui est l'organisme certificateur de la branche, donc qui valide les certifications professionnelles. Le CTIP, qui est un organisme technique, c'est un organisme qui va conseiller et travailler aussi bien avec les fournisseurs, avec les clients des entreprises de propreté, qu'ils soient publics ou privés, mais également avec les entreprises de propreté. Il va plus spécifiquement les accompagner sur les aspects techniques de la prestation de propreté. Qualipropre, qui est l'organisme de qualification professionnelle, les GEC Propreté, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Alors, le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté ne dispose pas à ce jour de GEC Propreté sur son territoire, puisque là aussi sur le Grand Est, le groupement est implanté sur Strasbourg avec une antenne sur Metz, un projet d'ouverture sur Mulhouse, et nous envisageons pour 2022 maintenant une antenne qui devrait se mettre en place sur Dijon. Acto, qui est l'OPCO de relais de la branche, et puis le phare propreté que je représente, qui est l'opérateur technique de la Fédération des entreprises de propreté, en charge du développement économique et social des entreprises du secteur. Nous portons et déployons l'ensemble des projets, nous les finançons, puisque le phare est un fonds. Nous fonctionnons grâce à une contribution obligatoire de toutes les entreprises du secteur, qui est de 0,15% de leur masse salariale, ce qui nous permet quand même au national de bénéficier d'un budget de plus de 8 millions d'euros, qui nous permet notamment de financer les accompagnements d'entreprises sur des thématiques aussi diversifiées que la RSE, la diversité, la santé-sécurité au travail, l'alternance, voilà, des thématiques que je porte également sur les territoires. Alors, je souhaiterais faire un petit focus sur une enquête que nous réalisons tous les 2 ans maintenant. Il s'agit d'une enquête BVA Monde de la propreté qui porte sur les Français et la perception de la propreté. Alors, il est à noter qu'en 2020, les résultats de cette enquête ont été particulièrement observés par notre fédération du fait de la crise sanitaire. Sachez également que l'ensemble des résultats de cette enquête sont disponibles sur le site, puisque le Monde de la propreté, c'est aussi un site internet. Donc, sur le site du Monde de la propreté, vous retrouvez des résultats plus détaillés de cette enquête. Alors, ce qui ressort de cette enquête, eh bien, d'une part, c'est que la majorité des Français considèrent la propreté comme nécessaire et indispensable, et là, quelque part, on peut être rassuré sur ce fait-là. Mais par ailleurs, ce qu'il en est ressorti, c'est que 90% des Français jugent que l'absence de propreté nuit considérablement à l'image de marque d'une entreprise, et c'est ce qu'on a pu observer sur la petite vidéo qu'on vient de vous montrer, qui est en fait une vidéo qui a été élaborée dans le cadre de la campagne de presse 2020, justement pour valoriser la prestation de propreté et mettre en évidence en quoi finalement elle est créatrice de valeur ajoutée pour les clients des entreprises de propreté. Alors, l'impact de la crise Covid, eh bien, près de 90% des Français pensent que la propreté permet de fréquenter les lieux avec du public en toute sécurité. Et les 2/3 considèrent que leur exigence en matière de propreté a augmenté, tout particulièrement dans les transports, les commerces, les établissements de santé, mais aussi les écoles. Et 87% des interrogés estiment que la propreté et l'hygiène vont devenir des critères déterminants pour assurer leur santé et leur sécurité
dans les périodes à venir. On voit donc que finalement, cette crise sanitaire a permis quelque part de mettre en lumière des activités dites souvent invisibles. Nous mettons, finalement, cette crise nous a permis de mettre en lumière l'activité de nos agents de propreté. Alors, concernant la propreté au quotidien, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que la propreté est une activité non délocalisable et que les professionnels de la propreté interviennent dans tous les lieux de vie et de travail, que ce soit les bureaux, les hôpitaux, les commerces, les centres commerciaux, l'hôtellerie-restauration, j'y reviendrai tout à l'heure par rapport à l'impact de la crise Covid, les transports, les immeubles, les loisirs, mais on intervient également au niveau de centrales nucléaires. Nous avons formé des agents de propreté qui sont intervenus en milieu nucléaire. Voilà, donc l'activité des agents est multiple. Alors, le secteur de la propreté, quelques chiffres nationaux, je reviendrai tout à l'heure sur des données régionales. Donc, pour réaliser l'ensemble des prestations, ce sont environ 13 000 entreprises de propreté et plus de 500 000 salariés qui interviennent au quotidien. Le secteur de la propreté dégage un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros. C'est un secteur qui est fortement féminisé, même si nous nous mobilisons pour accueillir davantage d'hommes, notamment sur des travaux plus spécifiques et également plus spécifiquement les jeunes, puisque nous avons un pourcentage de jeunes très faible aujourd'hui dans nos effectifs et une pyramide des âges qui est quelque part vieillissante. Donc, il faut vraiment que nous menions des actions en direction des jeunes. Ce qu'il est à noter également, c'est que plus de 50% des salariés travaillent 24 heures par semaine ou plus. Je reviendrai un peu plus tard sur les éléments relatifs au CDI et aux multi-employeurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant, non? Caroline, pas de questions? Non. Je poursuis. Alors, je vous ai indiqué précédemment que les entreprises de propreté interviennent sur tout type de site, nous venons de le voir. Toutefois, la répartition du chiffre d'affaires des entreprises varie en fonction de la typologie des activités de leurs clients. Et ce qu'on peut observer là aussi sur la base de données nationales, c'est que 36% du chiffre d'affaires des entreprises de propreté concerne les activités de bureau. Alors, ce chiffre a connu une légère baisse en 2020. Enfin, déjà précédemment, nous étions à 40%, nous sommes descendus à 36%. Et c'est vrai que l'effet télétravail confirme cette baisse et cette baisse de l'activité au niveau des bureaux risque de se poursuivre justement avec le maintien du télétravail à l'issue en sortie de crise sanitaire. Les immeubles et copropriétés représentent 21%, l'industrie 12%. Commerce et hôtellerie, 12%. Alors, ce type d'intervention a été particulièrement impacté en 2020 par la crise sanitaire, puisque ces lieux étaient en particulier l'hôtellerie fermée. Et des études que nous avions menées au mois de juin laissaient apparaître une baisse de chiffre d'affaires de 78%. Pour les entreprises intervenant sur cette typologie de chantier. Et puis, on parle beaucoup de la santé. Lorsqu'on aborde le secteur de la propreté, eh bien, la santé ne représente que 6% de l'activité des entreprises. Il faut aussi noter que, s'agissant de ce type d'intervention, un certain nombre de prestations sont encore internalisées.
Eric, est-ce que tu souhaites ajouter quelques compléments d'information? Sabine, tu veux Oui. me faire intervenir? Oui, je te demandais si tu souhaitais apporter quelques compléments, peut-être par rapport aux typologies de chantiers sur lesquels tu es positionné et comment, quelque part, tu as vécu. J'ai toujours autant de problèmes pour t'entendre, Sabine. D'accord. C'est terrible, c'est terrible. Oui, tu souhaitais que j'intervienne sur quel point? Oui, j'évoquais la question de la répartition Sur la du chiffre d'affaires. répartition Oui. Voilà, ok. Est-ce que tu peux apporter quelques compléments peut-être par rapport, par exemple, à ton entreprise, aux typologies de chantiers sur lesquels tu es positionné? Effectivement, alors cette répartition, évidemment, elle est c'est une moyenne nationale, hein, voilà. Donc ça ne représente pas effectivement les caractéristiques de toutes les entreprises de propreté, puisqu'on a des entreprises qui sont spécialisées justement dans les métiers de l'hôtellerie, et hein, on connaît les conditions un peu spéciales dans lesquelles nous sommes en ce moment. Et qui forcément souffrent beaucoup plus que d'autres. Nous avons également des entreprises qui sont totalement spécialisées sur la santé, donc qui interviennent en milieu hospitalier, en milieu clinique et jusque dans les blocs opératoires. Donc voilà, ça existe. On a des entreprises qui sont totalement spécialisées. Après, effectivement, cette répartition qui vous est présentée, ça représente assez fidèlement, en définitive, une entreprise moyenne qui fait de la propreté classique. Voilà, on a effectivement beaucoup de tertiaires, des parties communes, donc des immeubles, un peu d'industrie, un peu de commerce. Voilà, je dirais que c'est vraiment représentatif d'une entreprise classique, sachant encore une fois qu'il y a vraiment des entreprises qui sont entièrement spécialisées sur de l'agroalimentaire, sur de l'ultra-propreté, sur de l'hôtellerie, etc., etc. Merci Eric. Donc, je vais passer à la diapositive suivante. Excusez-moi, ça Oui. me fait poser une question. Qu'est-ce que vous entendez par ultra-propreté? Alors, l'ultra-propreté, ce sont les nouvelles technologies, c'est-à-dire les usines qui fabriquent. Alors, il y en a relativement peu en France, on est d'accord, mais ça existe. Des entreprises, alors soit qui sont dans les hautes technologies électroniques, mais également dans le médical. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est fabrication de dispositifs médicaux. Alors quand je dis dispositifs médicaux, ça va loin, hein, ça va jusqu'à la seringue, hein, qui doivent être fabriqués effectivement dans des conditions de propreté telles que on parle vraiment d'ultra propreté, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à trouver le moindre grain de poussière, et encore moins de bactéries évidemment. Et généralement, ce sont des usines dans lesquelles vous pénétrez avec des équipements spécifiques qui peuvent aller jusqu'au scaphandre. Hein. On peut trouver ce genre de choses-là, donc qui nécessitent également des personnels avec des savoir-faire qui sont également tout aussi spécifiques. Hein. Voilà. Ça peut être aussi, voilà, je parle des hautes technologies, je parle du monde médical, mais ça peut être aussi tout ce qui est laboratoire pharmaceutique, hein, où effectivement on doit intervenir dans des sites de production avec des normes extrêmement élevées en termes de propreté et d'hygiène. D'accord, merci. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, mais pas du tout.
Bon, c'est ce qu'on nomme aussi, dans certains cas, les salles blanches, hein, où effectivement, on fait appel à de l'ultra-propreté. Je prends le cas à Strasbourg d'une entreprise d'une société comme Lily France qui met en place de l'ultra-propreté ou effectivement du matériel informatique. Là aussi, on peut avoir recours à ce type de protocole, mais qui nécessite des compétences très particulières de la part des agents. Alors, encore quelques données nationales, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'au niveau des chiffres clés, nous n'avons pas de données aussi précises au niveau régional, donc c'est pour ça que je vous présente plutôt des données globales et nationales. Ce qu'il y a à noter aussi au niveau du secteur de la propreté, c'est que c'est un secteur qui compte une majorité de TPE et PME. Et comme vous avez pu le voir sur une précédente slide, 80% des entreprises ont moins de 20 salariés en ETP. Et par opposition, ce qu'on observe, c'est que moins de 1% des entreprises emploient 40% des salariés. Alors, c'est moins de 1%, je pense que la plupart d'entre vous les connaissez, hein, ce sont des grands groupes nationaux comme Honnête, GSF, Samsic, ISS, TFN, des grands groupes régionaux comme ProImpec, Lustral et d'autres. Et effectivement, après, sur les territoires, nous allons avoir pléthore de petites, voire très petites entreprises. J'aurais tendance à dire que c'est particulièrement le cas sur la Bourgogne-Franche-Comté, où par exemple, nous n'avons pas de siège de grand groupe national ou de grand groupe régional. Donc, c'est vrai que ça complexifie parfois l'accompagnement de ces entreprises sur certaines thématiques parce qu'elles n'ont pas l'organisation qui leur permette de s'investir en matière de formation, de RSE ou de santé au travail. Donc, c'est vrai qu'il faut faire preuve de proximité pour accompagner ces entreprises. Alors, une majeure partie des salariés sont des agents de service, 90%. Alors, quand je parle d'agents de service, j'évoque aussi bien les agents de service, les agents de propreté de premier niveau, que les agents qualifiés et les agents très qualifiés. Le personnel d'encadrement représente d'exploitation 7% et les cadres 1%. C'est vrai qu'actuellement, la branche tend à travailler et à renforcer la montée en compétences des personnels d'encadrement parce que c'est peut-être un des points faibles de l'organisation d'une entreprise de propreté. La majeure partie des salariés sont en CDI, plus de 80% sont en CDI. C'est vrai que les entreprises font souvent appel au CDD lors d'une phase d'évaluation, de tests d'évaluation des compétences et après, dès lors que le salarié a donné satisfaction, eh bien, elle confirme l'emploi dans le cadre d'un CDI. Alors, une des particularités de notre secteur professionnel, c'est l'article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté qui précise que lorsqu'une entreprise perd un chantier, l'entreprise entrante reprend les salariés en poste sous certaines conditions. Alors, ces conditions sont notamment la durée du contrat, l'ancienneté, la typologie de contrat, il faut être en CDI. Voilà, il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir pour que le maintien en emploi, parce que voilà, l'objectif, c'était véritablement de maintenir en emploi ces personnels. Mais ça a une conséquence qui est que voilà, les agents passent régulièrement, il y a des avenants de contrat qui sont régulièrement mis en place avec l'entreprise, les nouvelles entreprises entrantes pour maintenir ces salariés en poste. Et on observe que 46% des salariés sont ce qu'on appelle multi-employeurs.
et c'est lié spécifiquement à l'article 7 de la convention collective. Alors, c'est un atout pour les salariés, ça peut être considéré comme une contrainte pour les entreprises qui doivent, lors de la négociation du nouveau contrat, reprendre les salariés en poste. Du coup, une question, est-ce que vous pourriez réexpliquer, s'il vous plaît, l'article 7 de cette convention collective? Oui, alors comme je l'indiquais, alors je ne vais pas vous donner le contenu exact de l'article parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais cet article précise que lorsqu'une entreprise de propreté perd un chantier avec un client, l'entreprise qui reprend le chantier, eh bien, va reprendre les salariés qui sont affectés à ce chantier, les salariés en poste sur ce chantier. Et comme je le disais, il y a certaines conditions. Donc, il y a la condition du temps de travail. Il faut occuper 30% de son poste sur ce chantier. Il faut être en CDI. Il ne faut pas avoir été absent. Voilà, j'ai pas toutes les conditions en tête, mais il y a un certain nombre de conditions qui sont à remplir pour que le salarié soit repris par l'entreprise entrante. Il y a donc un transfert du contrat de travail sous forme d'avenant qui est réalisé, qui est mis en place par l'entreprise entrante avec les mêmes conditions que le salarié avait au moment du transfert de son contrat. Éric, peut-être là aussi. Oui, non, juste un petit complément. Encore une fois, comme j'ai toujours autant de difficultés à entendre la totalité de ce que tu dis, donc peut-être tu l'as déjà dit, je vais peut-être faire une redite, mais effectivement, quand on parle de reprise du personnel, en fait, il s'agit d'un transfert de contrat de travail. Hein, c'est-à-dire que effectivement, l'objectif de cet article 7 dans notre convention collective, c'est véritablement de protéger, de sécuriser l'emploi des personnels affectés aux prestations d'entretien de locaux, de maintenance propreté de locaux, affectés donc sur un marché, d'accord. Donc sous condition, alors je ne vais pas les reprendre parce que je les ai pas non plus tout en mémoire et Sabine vous les a énumérés, mais c'est effectivement ça, c'est un transfert de contrat de travail, c'est-à-dire que l'entreprise qui reprend un contrat d'entretien de locaux derrière un autre prestataire, derrière un confrère ou un concurrent, comme on veut, s'engage, puisque par son code NAF, par son code APE, donc il est régi par les règles de notre convention collective. Donc il s'engage à assurer la continuité du contrat de travail que le salarié avait dans l'entreprise, ce qu'on appelle l'entreprise sortante, c'est-à-dire celle qui a perdu le marché, l'entreprise entrante, c'est-à-dire celle qui a gagné le marché en quelque sorte, donc s'engage effectivement à la poursuite du contrat de travail dans les strictes exactes mêmes conditions que celles qui étaient auparavant dans son ancienne entreprise. Voilà. Donc ça permet de sécuriser l'emploi. C'est exactement dans cet état d'esprit-là que ça a été mis en place. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Alors effectivement, ça contraint aussi les agents à gérer parfois plusieurs contrats de travail et ça complexifie un peu peut-être les conditions de leur point de vue, quoi. Pour certaines personnes qui ont des difficultés à maîtriser la langue ou autre, c'est vrai que de se retrouver parfois avec 2 ou 3 employeurs, c'est pas forcément très facile à gérer, mais effectivement, c'est une garantie de l'emploi, du maintien de l'emploi pour ces agents. Et c'est vraiment une des particularités de la convention collective des entreprises de propreté. Et il faut également, pour que l'article 7
soit possiblement mis en œuvre, il faut que l'entreprise relève de la convention collective des entreprises de propreté. Je prends le cas notamment de certaines entreprises d'insertion qui font de la propreté, mais qui ne relèvent pas de la convention collective et donc ne sont pas soumises à l'article 7. Un petit focus sur les nouvelles organisations du travail. Il est vrai que dans le secteur de la propreté, 70% environ des salariés sont à temps partiel. Alors, ce n'est pas un choix. Cela correspond à une demande des clients d'intervenir en dehors des temps de travail de leurs salariés. Et pour faire évoluer ces conditions et quelque part aussi attirer de nouveaux profils, dont des jeunes, la branche a engagé depuis une dizaine d'années maintenant une démarche d'évolution des conditions de travail avec le développement du travail en journée ou en continu. Le principe étant vraiment d'amener l'agent de service à intervenir sur des horaires de bureau dits classiques, on va dire, ou sur du temps de travail en continu, mais de sortir des horaires décalés et fragmentés, de type très tôt le matin ou plus tardivement le soir, justement pour leur permettre aussi d'avoir une vie de famille plus adaptée. Alors, concernant ces démarches, je prends un exemple. Nous avons engagé maintenant depuis 5 ans une démarche collective sur le territoire de Dijon qui s'est étendue maintenant à la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons au sein de cette démarche collective une 50aine de clients publics, privés. Je pense à la CAF URSSAF, je pense à la région Bourgogne-Franche-Comté, je pense à Dijon Métropole, je pense à Grand Dijon Habitat, mais aussi des acteurs privés comme le groupe SEB. Et bien sûr des entreprises de propreté qui se sont engagées à faire évoluer les organisations du travail. Et à ce titre, nous organisons le 1er juillet prochain en présentiel à Dijon un événement sur cette thématique-là, nouvelles organisations du travail. Nous aborderons la question du travail en journée et en continu, mais nous aborderons également la question de l'achat de prestations de propreté. Et nous aurons avec nous des représentants de réseau, mais aussi des élus. Par exemple, nous aurons le député des Landes, Boris Vallaud, qui nous rejoindra en tant que grand témoin pour échanger avec les participants sur voilà, ces nouvelles organisations du travail et comment finalement accompagner les clients et les entreprises de propreté pour améliorer le bien-être au travail des agents, mais quelque part aussi de l'usager final, puisqu'on peut dire que ce travail en coprésence entre l'agent de propreté et le salarié ou l'usager permet plus de réactivité et aussi une meilleure adaptation aux besoins des usagers. Voilà, donc on va vers cet esprit de travail en coprésence et on y travaille sur un certain nombre de territoires. J'évoque Dijon, mais je peux parler de Toulouse, les Pays de Loire qui sont engagés depuis très longtemps sur cette démarche. Et notamment le 1er juillet, nous signerons également des chartes d'engagement entre des clients et des entreprises de propreté. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé par la participation à cette manifestation. Et dans tous les cas, l'ensemble du réseau enverra des invitations qui devraient partir. Nous attendons la signature de la région Grand Est qui devrait partir là dans les prochains jours. Nous aurons également la présence en principe, sous réserve d'autres impératifs du maire de Dijon, François Rebsamen. Voilà, donc ça fait partie des actions que nous menons dans le but d'améliorer les conditions de travail de nos agents. Un rapide focus sur des données qui viennent de sortir il y a quelques semaines sur
l'impact de la crise sanitaire au niveau de nos entreprises. Ce qu'il en est ressorti, c'est que malgré peut-être des opérations de désinfection qui ont été déployées sur certains sites, malgré une activité qui a pu être soutenue avec certaines entreprises, notamment en milieu tertiaire ou agroalimentaire, eh bien le chiffre d'affaires global connaît néanmoins une baisse d'environ 4%, et c'est vraiment quelque chose de très significatif chez nous, puisque ça intervient après plus de 10 ans de croissance ininterrompue du chiffre d'affaires. Là, il y a une cassure de la courbe qui est intervenue et qui risque, on ne l'espère pas, mais de se poursuivre encore dans les mois à venir. C'est vrai que les professionnels ont joué un rôle de premier plan, même si on a parlé des agents de propreté comme des personnels de seconde ligne. Ils ont été au premier plan pour garantir la sécurité des Français et assurer les conditions d'hygiène nécessaires à la reprise d'une activité économique. À noter aussi que 45% des salariés au niveau national ont perçu une prime Covid, la prime Macron, et qu'en moyenne, cette prime a été de 700 € pour un temps plein. Cette baisse de chiffre d'affaires a aussi été répercutée au niveau des effectifs, puisque nous observons une baisse d'effectifs de 1,6%, alors que là aussi, le nombre d'emplois a continué à croître en moyenne de 2,5% par an. Là, on observe une cassure. Voilà, j'ai mis quelques éléments chiffrés. La propreté représente à elle seule plus d'un emploi sur 35 du secteur marchand. Et il est à noter quand même que la baisse des effectifs a pu être contenue grâce au recours aux dispositifs de soutien mis en place par l'État, comme le chômage partiel ou les prêts garantis. Il est certain que ça a permis à certaines entreprises de se maintenir. Maintenant, je dirais, la crise n'est pas derrière nous, elle est encore à venir, et certaines entreprises risquent encore de connaître des conditions difficiles. On l'a vu notamment au niveau de l'augmentation des délais de paiement, voire des défauts de paiement de la part de leurs clients. Donc, un impact au niveau de notre secteur qui est relativement significatif. Venons-en maintenant à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un territoire qui compte environ 400 établissements et emploie près de 18 000 salariés, avec quelques bassins significatifs. La Côte d'Or avec 129 établissements et près de 6 000 salariés. En deuxième position, le Doubs avec 85 établissements et près de 4 000 salariés, et la Saône-et-Loire avec 62 établissements et un peu plus de 3 000 salariés. C'est vrai que les autres territoires sont moins représentés. Revenons peut-être sur la propreté, un secteur de service. On l'a vu sur la vidéo que nous avons passée en début d'intervention. Nous travaillons actuellement beaucoup avec les clients, justement pour mettre en valeur la valeur apportée par l'activité, par la prestation de propreté. Revenons peut-être à la chaîne. L'entreprise de propreté intervient auprès d'un client acheteur de prestations de propreté, et ce client intervient pour ses collaborateurs, qu'ils soient usagers ou clients. Le secteur de la propreté est donc un service utile à tous, élaboré avec et pour les clients. C'est vrai que l'expertise des entreprises de propreté est engagée dans le cadre d'un partenariat avec le client. L'objectif, c'est de garantir l'hygiène, la santé et le bien-être des utilisateurs et des collaborateurs sur les lieux de vie. Et c'est aussi un service qui contribue à la performance globale de l'entreprise en termes d'image de marque, d'image de marque employeur. Voilà, donc
On a trop longtemps abordé la propreté comme le fait de nettoyer. Voilà, on vient nettoyer un site. On met en avant aujourd'hui que la prestation de propreté contribue à des enjeux bien plus conséquents que ce qu'on a mis en avant jusqu'alors. J'y reviendrai d'ailleurs en fin d'intervention par rapport à une démarche que nous avons en direction de nos clients, enfin des clients des entreprises de propreté. Alors, on parle souvent, et en tant que conseiller emploi et personnel avec l'orientation, on parle souvent des agents de propreté, des laveurs de vitres, des chefs d'équipe, mais n'oublions pas que le secteur de la propreté, c'est une pluralité de postes et de fonctions en fonction de la taille et de la typologie des entreprises. Ce sont des postes d'insertion et d'intégration qui offrent encore de belles perspectives d'évolution professionnelle et nous voyons régulièrement des agents de propreté évoluer vers des postes de chef d'équipe, de responsable d'exploitation, voire des postes de direction. Nous avons aussi un nombre important par exemple, de laveurs de vitres qui s'installent à leur propre compte, qui se mettent en tant qu'auto-entrepreneurs et évoluent vers des entreprises plus conséquentes. Donc voilà, c'est un secteur qui est encore ouvert à des personnes motivées qui n'ont pas forcément des compétences importantes, mais qui souhaitent s'investir sur ce secteur professionnel. Alors, je vous ai mis un exemple de l'ensemble des métiers que vous pouvez retrouver. Certains vont être plutôt proposés au sein de structures de petite taille, des TPE, d'autres dans des structures plus conséquentes. Je pense aux agents en ultra-propreté ou en bio-nettoyage, mais effectivement, on part de l'agent de propreté de base, niveau AS1, AS2. On peut aller ensuite vers un poste d'agent machiniste, que l'on obtient aussi par un titre professionnel agent machiniste, agent d'entretien et de rénovation. Là aussi, nous avons un titre professionnel proposé par nos organismes de formation, le CQP laveur de vitres. Voilà pour la partie technique. Là aussi, Eric, peut-être un commentaire sur les métiers techniques, si tu m'entends. Sabine, je devine que tu veux me faire intervenir, mais je le devine, hein. Je n'ai pas compris sur quel point tu souhaitais que j'intervienne. Alors, j'étais sur les métiers techniques et peut-être aborder la question des métiers proposés dans les entreprises de propreté. Alors, une petite indication aussi, sachez que le taux horaire, le salaire conventionnel dans la profession est supérieur au salaire réglementaire. Donc, il y a une négociation annuelle de l'évolution de la grille des salaires et donc nous sommes toujours au-delà du taux réglementaire. Eric, si tu veux dire 2 mots par rapport au métier. Alors, j'aurais effectivement 2 mots. Voilà, j'aurais effectivement 2 mots à dire, mais c'est peut-être pas sur le point sur lequel tu souhaiterais que j'intervienne tout de suite. Mais je ne sais pas. Sur les suivants, peut-être. Alors, je vais remonter par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, sur la diapositive concernant les CQP, les métiers, etc. Donc, je confirme qu'il y a une véritable démarche de professionnalisation de nos salariés par le biais de la formation et la reconnaissance de leur savoir-faire. Alors, acquis soit par le biais de la formation, la formation continue, soit par le biais de l'expérience tout simplement, l'expérience acquise sur le terrain. Donc ça, à travers effectivement les CQP qui ont été mis en place maintenant depuis quelques années.
Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est beaucoup utilisé par les entreprises de propreté. À noter que pour 2 CQP, on a une passerelle vers le titre professionnel agent de propreté, donc c'est quand même intéressant. Et la passerelle fonctionne dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un titre professionnel agent de propreté et d'hygiène peut obtenir 2 CQP et l'inverse donc est vrai. Et donc effectivement, c'est assez paradoxal parce que du coup, on est peut-être une des rares professions, une des rares branches où nul n'est besoin d'avoir un diplôme pour y entrer. Mais en avoir un, c'est toujours bien puisque ça valide le fait que il y a des techniques acquises, des connaissances techniques acquises. Mais donc c'est une des rares professions peut-être où on peut encore y entrer sans aucun diplôme. Et on peut faire effectivement dans les bribes de ce que j'ai entendu, Sabine, donc où on a effectivement la possibilité de faire une carrière entière et d'avoir une évolution professionnelle et une évolution en termes de carrière. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer agent de propreté, ça n'est pas péjoratif, hein, ça n'est pas ce n'est pas un critère de valeur dans ma bouche. C'est simplement la grille des qualifications qui est comme ça. Donc on commence par l'agent de service, l'AS, et vous pouvez très bien effectivement terminer responsable de secteur, responsable d'agence, et voire même pourquoi pas, comme l'a dit Sabine, ouvrir votre propre entreprise après quelques années d'expérience professionnelle. Donc c'est quand même assez rare suffisamment rare pour le signaler. Et puis deux points sur lesquels je souhaitais revenir également un petit peu en arrière, c'est justement cette crise sanitaire que l'on traverse depuis 1 an et demi maintenant, ou presque, fait que alors ça a toujours été, hein, chaque fois qu'il y a eu des crises quelconques, économiques, etc., notre métier, notre branche est la première impactée parce qu'on fait partie des coûts généraux et des frais généraux et ce sont les frais sur lesquels nos clients, généralement, pas tous, hein, pas tous, mais généralement vont rogner en premier. Et en sortie de crise, eh bien, nous sommes les derniers à en profiter, puisque forcément, encore une fois, ben, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous sommes toujours considérés comme un coût et non pas comme un investissement, hein. On l'a vu, qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, mais voilà, qui n'est pas encore totalement entré dans les lignes budgétaires de nos clients. Et donc, effectivement, généralement, après une crise, on arrive à s'en sortir, on s'en sort toujours, évidemment, en y laissant des plumes, ça c'est clair, et on est toujours en dernier à la sortie à en profiter. Et puis le dernier point sur lequel je voulais remonter aussi, c'est sur l'emploi, hein, sur la répartition entre travail partiel, CDI, etc., etc. Là, je dois dire que la diapo nous permet de vraiment tordre le cou définitivement à cette image que la branche que les entreprises de propreté ont sur la précarité, cette notion de précarité. Voilà, on a bien vu, hein, plus de 80% de salariés en CDI, contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que le reste, 84%, oui, pardon. Ça veut dire que les 16% restants, alors bah, effectivement, ce sont des CDD, des contrats à durée déterminée, mais simplement parce que bah, nous avons des salariés qui sont absents, soit qui sont en vacances, soit qui sont malades. Et bien évidemment, on a une obligation de continuité de service vis-à-vis de nos clients.
et il faut bien donc les remplacer. Donc voilà, les 16% de CDD ne sont pas choquants dans la mesure où voilà, ça correspond effectivement à des remplacements, des absences, des remplacements de salariés absents, ou également du surcroît de travail. Voilà. Et quant à la précarité liée au temps partiel, alors oui, bien évidemment qu'il y a une partie de nos salariés qui malheureusement ne bénéficient pas d'un emploi à temps plein, mais par le biais du phénomène multi-employeur, eh bien nous avons beaucoup de salariés. Je suis intimement persuadé que les 46% des salariés ayant plusieurs emplois, donc ayant plusieurs employeurs, en fait, cumulent des contrats à temps partiel qui leur permettent d'obtenir largement un temps plein et dans certains cas plus qu'un temps plein. Voilà. Donc voilà, cette image de précarité dont on entend souvent parler, ça a tendance à m'agacer parce que ok, la réalité des choses n'est pas toute rose, hein, rien n'est parfait dans ce monde, ça se saurait. Mais je pense pas que nous soyons plus mauvais sur ce point-là que d'autres secteurs économiques, que d'autres branches professionnelles. Voilà. On a toujours cette image perçue, alors sans doute de notre faute. Hein, je pense que Sabine me contredira pas en disant que la branche fait un travail énorme et on le voit sur justement la professionnalisation de nos salariés, sur toutes les démarches auprès des entreprises, tous les projets de branche qui sont mis en place par la Fédération des entreprises de propreté à destination de toutes les entreprises de propreté. C'est-à-dire que les projets de branche ne sont pas que pour les adhérents de la Fédération des entreprises de propreté. Les projets de branche sont ouverts à toutes les entreprises de propreté. Sabine le disait, le phare est un organisme auquel toutes les entreprises de propreté cotisent, d'accord ? Donc elles peuvent bénéficier de ce fait des financements leur permettant de suivre ces projets de branche. On a eu la RSE, on a eu la prévention des risques professionnels. Voilà, j'en oublie forcément parce qu'il y en a beaucoup. Mais on garde quand même, malgré tout, on traîne derrière nous cette image. Alors c'est sociologique, c'est culturel, c'est philosophique, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je dirais que c'est assez spécifique à l'état d'esprit français, où en définitive, les métiers manuels, d'une manière générale, on n'est pas les seuls à se plaindre de ça. Les métiers manuels, d'une manière générale, sont extrêmement mal perçus, mal vus, mal connus et forcément mal reconnus. D'accord, merci. Après, on va peut-être en venir ultérieurement sur, je change de sujet, excusez-moi, sur les formations, parce qu'on va aborder la question. Mais en termes d'évolution, une question a été posée. Est-ce que la branche a signé un accord PROA pour permettre aux salariés d'évoluer ? Oui, absolument. Alors, pour le coup, je ne suis pas très au fait de cet accord puisqu'il est porté avec Acto et que ce n'est pas vraiment… oui, en tout cas, il y a un accord qui a été signé, mais je ne pourrais pas vous en dire plus à ce stade. Il faudrait vous rapprocher d'Acto pour avoir plus d'informations ou, si besoin, je pourrais vous communiquer les informations nécessaires.
Alors, je vais poursuivre. Je vous parlais des métiers techniques, mais il y a bien évidemment également les métiers d'encadrement, hein, même si aujourd'hui on a vu l'encadrement, c'est 7% des effectifs des entreprises de propreté, avec des métiers de chef d'équipe, de responsable de secteur, responsable d'exploitation. Nous avons aussi des commerciaux. Alors, ce sont des fonctions qui sont plutôt proposées dans des PME de taille plus conséquente, des ETI, des grands groupes régionaux et nationaux. Il est rare qu'une TPE ait un commercial. La fonction est souvent occupée par le dirigeant lui-même et effectivement, après, des animateurs QSE, RSE, animateurs de prévention à PTMS, hein, puisque nous avons engagé une démarche en partenariat avec l'INRS, la CNAM et les CARSAT sur les territoires pour la formation d'agents de prévention des TMS. Voilà, donc nous travaillons également avec les responsables qualité des entreprises. Alors, s'agissant de la formation, nous avons une filière diplômante et une filière certifiante. La filière diplômante dispense tous les diplômes allant du CAP APH, agent de propreté et d'hygiène, ensuite le bac pro HPS, le BTS MSE, le TCNI, bac plus 3 et le MBA. Alors, le TCNI et le MBA ne sont pas proposés sur le territoire du Grand Est. Les sessions sont ouvertes sur Lyon, Paris et Lille. Après, sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, certains lycées professionnels vont proposer le CAP APH ou le bac pro. Le BTS est encore très peu développé. Je travaille assez régulièrement avec le lycée pro d'Audincourt qui a déployé le CAP, le bac pro, qui envisage le BTS. Il y a également des établissements scolaires professionnels sur Dijon qui proposent la filière propreté. S'agissant des CQP, là aussi, nous avons toute une filière de certifiantes dans le cadre de la formation continue des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés. Sachant que 2 CQP sont passés en titre professionnel, l'agent machiniste classique et l'agent d'entretien et de rénovation, c'est tout à fait récent. Et donc, s'agissant du laveur de vide, chef d'équipe, chef de site, responsable de secteur, nous sommes toujours sur les CQP de branche et 2 CQP multitechniques, alors qui sont déployés d'une part par l'INI lorsque l'INI est présent sur les territoires, en l'occurrence ils sont présents sur Dijon, ou par des organismes de formation habilités par l'organisme certificateur de la branche qui leur permet de proposer ces CQP titres professionnels au sein de leurs établissements. Je pense à la Chambre, alors je n'ai pas la liste complète de tous les organismes habilités, là aussi c'est davantage géré par Acto, mais c'est quelque chose qu'on pourrait vous communiquer, mais je pense à la Chambre des métiers du Doubs qui a une habilitation CQP. Voilà, alors je voudrais juste faire un petit focus. Vous avez vu en fin de vidéo apparaître une slide sur le site Achat Propreté. On a beaucoup évoqué au cours de ce webinaire la question du lien entre l'entreprise de propreté, les agents de propreté et finalement les clients, les utilisateurs finaux. Et donc, la branche a décidé de lancer en fin 2019 une grande démarche en direction des clients publics et privés. Nous avons créé des groupes de travail, voilà, des échanges. Nous aurons un événement sur Strasbourg notamment au mois de juin. Mais surtout, nous avons créé un site qui est prioritairement à destination des acheteurs de prestations de propreté. Alors, il s'adresse également aux partenaires de l'emploi. Ça peut également les intéresser pour une raison très simple, c'est que vous allez trouver des informations
statistiques sur le secteur de la propreté. Notamment l'enquête BVA, notamment des guides pratiques Covid et d'autres outils et supports qui pourraient ponctuellement vous intéresser. Mais c'est vrai que c'est plus à destination des acheteurs de prestations. Et ce site est découpé en 3 parties. Comment préparer sa consultation, comment choisir le bon prestataire de propreté et comment suivre et évaluer la prestation. Alors, à destination des acheteurs, ponctuellement, les uns et les autres peuvent trouver de l'information, mais également à destination des entreprises, puisque notre objectif pour 2021 est également de les accompagner justement à être davantage dans une démarche partenariale avec leurs clients, pour ne plus être dans une démarche stricto sensu commerciale où voilà, on parle de donneur d'ordre, on parle de prestataire. Il faut que la prestation soit davantage envisagée comme une démarche partenariale entre un prestataire et un client. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Il est gratuit. N'hésitez pas à le consulter. Vous trouverez un certain nombre d'informations. Et pour ma part, j'en ai terminé. Bien non, parce que j'ai des questions. Il y avait une question qui a été posée en début de webinaire, et du coup j'ai dit que ça allait peut-être trouver tout ou partie la réponse, mais est-ce que vous pourriez préciser les conditions d'accès pour la formation initiale? Les conditions d'accès pour la formation initiale, c'est-à-dire les CAP. Oui, vas-y, oui. Vas-y, Harry. Tout dépend de ce qu'on appelle formation initiale. Je pense que on entend par là la formation éducation nationale. C'est ça, dans la continuité, dans une dynamique continue, sans quitter l'école, sans salariat. C'est ça. Alors, donc, toute la filière que vous a décrit Sabine, la filière diplômante éducation nationale, puisque parallèlement à ça, on a vu qu'on avait nos CQP, certificats de qualification professionnelle, donc là, qui sont hors système éducation nationale, et également le titre professionnel qui, lui aussi, est un diplôme ministère du Travail et qui n'est pas géré par l'éducation nationale. Je dirais tout simplement, à l'issue de la troisième, il peut déjà y avoir une orientation professionnelle qui se fait vers les lycées d'enseignement professionnel. Alors, dans notre région, je ne connais pas suffisamment ceux de Dijon, hélas, mais je peux citer le lycée Nelson Mandela à Audincourt, donc où vous pouvez préparer un bac pro HPS avec un outil extraordinaire, et je pèse mon mot, extraordinaire, puisqu'ils ont la chance d'avoir un plateau technique exceptionnel. Là aussi, je pèse mes mots, puisqu'ils ont accès à un hôpital pédagogique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, au sein du lycée professionnel Nelson Mandela, il y a un plateau technique qui est une reconstitution d'un hôpital avec salle d'opération, bloc opératoire, donc stérilisation, accueil, chambre d'hospitalisation, etc., etc. Donc c'est assez exceptionnel pour le mettre en exergue. Je crois qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup comme ça en France, et en tout cas sur la région Bourgogne-Franche-Comté, à ma connaissance, c'est le seul établissement. Mais voilà, tout simplement, effectivement, s'inscrire, se renseigner auprès des conseillers d'orientation, se renseigner. Alors, vous avez itinéraire-propreté, itinéraire-propreté, si ma mémoire est bonne. Pareil, site internet sur lequel des jeunes peuvent aller, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, peuvent se trouver des informations sur toute cette filière diplômante éducation nationale
donc du CAP au BTS, sachant que le BTS peut se faire également par l'alternance, donc par un contrat d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est une option qui peut être intéressante. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parce que je n'en suis pas certain. Non, parce que la question... si. À la question que j'ai posée, oui. À la question qui était posée, on m'a apporté un détail. La question portait en fait sur la formation mise en œuvre par les entreprises. J'ai demandé en alternance, je n'ai pas de réponse, j'attends. Donc le niveau de maîtrise de la langue, notamment à l'écrit, requis, et est-ce qu'il faut être titulaire du permis? Alors, la maîtrise de la langue, ça c'est toujours un sujet extrêmement, extrêmement délicat. Alors, à l'oral, bien évidemment, c'est quand même, je dirais, il y a un minimum. Voilà, le tout, c'est que, je reprécise juste une chose. Nos salariés interviennent chez nos clients. Nous ne sommes pas dans un milieu industriel où nos salariés sont regroupés dans un atelier avec un chef d'atelier, un chef d'équipe, enfin bref, etc., etc. Là, nos salariés interviennent en totale autonomie chez nos clients. Et ils sont amenés à avoir évidemment des contacts avec ce client ou avec ses préposés, peu importe, mais voilà, il va être en contact avec d'autres personnes du client. Donc évidemment que la communication verbale sera plus facile avec quelqu'un qui maîtrise un minimum la langue française, qui est capable de comprendre ce qu'on lui dit et qui est capable de répondre éventuellement à une question ou à une sollicitation. Ça me paraît évident, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, également à l'écrit. Voilà, la plupart du temps, on met en place chez nos clients ce que l'on appelle, alors chacun appelle ça comme il le souhaite, mais moi j'aurais tendance à appeler ça un cahier de liaison, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de communiquer parce que voilà, même si nos salariés interviennent directement chez nos clients, ils n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un contact visuel et oral avec nos clients. Donc, est mis en place ce cahier de liaison qui permet de communiquer par écrit entre le client et nos agents. Donc là aussi, encore une fois, ne serait-ce que pour des questions de compréhension, une personne qui n'arrivera pas à lire le fait que le client a laissé comme consigne attention, il y a un problème à tel endroit, ne pas y entrer, ça peut poser des problèmes. De même, si vous avez un panneau posé sur une porte disant entrée interdite, même si vous avez des pictogrammes relativement évidents a priori à comprendre, voilà, si la personne n'est pas en capacité de lire des instructions simples, on ne leur demande pas de lire du Shakespeare ou non, on reste sur du français simple. De la même manière, si elle n'est pas capable de répondre à une question écrite, ça va être compliqué. On a de plus en plus mis en place des systèmes de traçabilité dans le cadre des démarches qualité, entre autres, mais pas que. Voilà, il faut que la personne soit quand même capable de maîtriser un minimum. On ne demande pas un niveau extraordinaire, mais un minimum. Et là aussi, la branche a mis en place quand même le compétences clés qui permet justement d'offrir aux salariés qui ont des difficultés avec la langue française, eh bien, la possibilité de maîtriser le langage professionnel. Et ça me paraît important. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'imagine. Faut pas hésiter parce que quelquefois je me perds un peu dans mes réponses. J'hésiterai pas. Mais par contre, on va conclure doucement.
J'avais Je encore voudrais deux. juste faire un petit complément. C'est vrai que sur le territoire Grand Est et BFC, nous n'avons pas de CFA de branche, hein, puisque sur l'ensemble du territoire, le secteur dispose d'une 12, hein, je crois, CFA de branche. Il n'y en a pas sur notre territoire, mais nous réfléchissons au développement de l'alternance via les contrats d'apprentissage actuellement avec l'INI, et il y aura des actions qui seront déployées sur certains territoires cibles. Et Dijon et Besançon pourront probablement en faire partie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la filière de formation initiale, dite initiale par le biais de l'éducation nationale. On a les CQP par les organismes habilités, mais le CQP, oui, c'est des contrats en alternance, plutôt du contrat de pro aujourd'hui. Et voilà, on envisage de développer aussi les contrats en apprentissage. Alors, une question qui n'a rien à voir, je reviens par rapport à tout à l'heure quand on parlait de l'article 7 de la convention collective. Une question complémentaire avait été posée en demandant les salariés sont avant tout bien soumis au Code du travail. Ah ben oui, c'est Bien bien sûr. sûr. Bien sûr. Ben voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme toute convention collective, hein, de toute façon, la règle, elle est simple, hein. Il y a le code du travail, les conventions collectives, et en fonction des points sur lesquels il peut y avoir un litige entre l'employeur et le salarié, c'est tantôt la convention collective, tantôt le code du travail, selon lequel des deux est le plus favorable pour le salarié. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais là, en l'occurrence, effectivement, c'est ce fameux article 7, en fait, pour remonter un petit peu la genèse de cet article 7, qui s'appelait initialement l'annexe 7, puisque c'était une annexe à notre convention collective, qui est devenue partie intégrante sous forme d'article. En fait, à l'origine, c'est tout simplement le L122-12. Voilà. Alors, ne me demandez pas de vous faire un cours complet sur le L122-12, mais simplement, ça a posé problème dans notre profession parce que le L122-12, Code du travail, hein, Code du travail, L122-12 impose à toute entreprise entrante d'un contrat de prestation de service ou d'un contrat commercial, quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, c'est pas spécifique aux entreprises de propreté, ça s'applique par exemple à la restauration collective, hein, restauration collective privée, hein, s'entend. L'obligation donc à l'entreprise qui remporte un marché au détriment d'une entreprise qui l'avait auparavant, de reprendre l'ensemble des salariés, quelles que soient les conditions et de présence et d'ancienneté, etc., etc. Voilà. Donc ça a posé un réel problème dans notre métier, à tel point que aussi bien les employeurs que les syndicats représentant les salariés se sont mis autour de la table en disant bon, c'est absolument totalement inapplicable en l'état actuel, le L122-12, dans notre branche. On va se mettre d'accord pour trouver quelque chose qui corresponde mieux et qui soit plus applicable dans notre cas. D'où est né l'annexe 7, qui ensuite s'est transformé en article 7, mais ça n'a pas bougé, hein. Le contenu entre l'annexe 7 et l'article 7 est strictement identique. D'accord. Et nous avons une commission nationale paritaire d'interprétation justement de cet article 7, parce qu'évidemment, même si les choses ont été relativement bien cadrées par les partenaires sociaux, malgré tout, on a encore des cas où
bien entre l'entreprise sortante qui ne transmet pas toutes les informations, l'entreprise entrante qui ne se fait pas forcément connaître en temps et heure, etc., etc. Eh bien, c'est assez rare, mais on est amené par la CPNE à régler certains litiges entre entreprises, mais également, enfin, intervenir, c'est pas le bon terme puisque c'est une commission paritaire d'interprétation, donc elle va juste donner des indications, elle va juste donner des conseils, elle n'est pas là pour trancher, ça n'est pas une institution juridique, elle n'a pas de pouvoir ni juridictionnel ni coercitif, mais elle va simplement répondre aux deux parties en disant, voilà, dans votre cas, nous vous conseillons, notre interprétation, c'est de faire telle et telle et telle chose. Après, libre à chacun de suivre ou de ne pas suivre les conseils de la commission d'interprétation. Voilà. D'accord. Merci. Une dernière question, et je vous demanderai une réponse concise parce qu'on a déjà dépassé de bientôt 20 minutes. Je suis désolé, je suis très long dans mes réponses. Non, c'est super intéressant en plus, j'adore. Vraiment, c'est vraiment très intéressant. Il y avait une question par rapport au salaire, donc je pense que c'est plutôt vous, Monsieur Baron, peut-être vous, Madame Ergotte. Vous parliez d'un salaire plus favorable. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît, par rapport au SMIC? Alors, si tu me permets, Sabine, je vais commencer à répondre et puis tu compléteras parce que j'oublierai certainement quelque chose. Alors, puisque nous avons une convention collective, nous avons évidemment une grille des classification des emplois. Et cette classification des emplois, eh bien évidemment, elle débouche sur une grille des salaires, sur des minima hiérarchiques. Et ces minima hiérarchiques sont renégociés entre une et plusieurs fois par an, ça dépend des périodes, ça dépend il y a eu des périodes où on a eu plusieurs négociations dans l'année, mais généralement c'est une fois par an, donc est renégocié entre les partenaires sociaux, donc les représentants des employeurs et les représentants des syndicats de salariés, pour définir quelle est l'évolution de cette grille. Et le niveau minimum, alors ne me demandez pas le montant, le chiffre parce que je ne l'ai pas en mémoire, mais je sais que l'AS1A, donc qui est le niveau d'entrée dans la convention collective et dans la grille des classifications, est supérieur au SMIC. Alors, on ne s'attend pas à plusieurs euros d'écart, mais malgré tout, l'écart est quand même significatif de plusieurs centimes, voire plusieurs dizaines de centimes selon les périodes. Oui, il est actuellement pour un AS1, qui est le niveau d'entrée dans les entreprises de propreté, quel que soit avec ou sans qualification. Si vous démarrez AS1, vous avez un taux horaire de 10,56 €. L'AS2, c'est 10,59 et l'agent qualifié de service, c'est 10,71, voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Et comme le disait Eric, nous avons une commission sociale qui renégocie avec les partenaires sociaux cette grille des salaires. Actuellement, c'est une fois par an. Il y a aussi une prime de fin d'année qui est octroyée aux salariés. Et qui fait l'objet actuellement d'une renégociation au regard de la crise sanitaire et aussi de l'implication des agents en tant que salariés de la deuxième ligne. Donc, et à ce titre, il y aura une conférence de progrès qui sera organisée le 17 juin à Paris avec Elisabeth Borne et Alain Griset. Et bien sûr les représentants de la branche pour évoquer la question des travailleurs de la seconde ligne, dont les agents de propreté, la question des nouvelles organisations du travail au travers du développement du travail en journée, comment faire évoluer une organisation du travail, c'est pas que du salaire, c'est aussi
des modalités quotidiennes d'organisation du travail, et la question du travail en journée en fait partie. Et puis, c'est aussi le lien avec les acheteurs. On y revient constamment. On est toujours, une entreprise doit toujours faire face à un client, et la négociation doit s'engager. Il faut aujourd'hui que le client reconnaisse la nécessité et l'aspect impératif de l'hygiène et de la propreté dans ses locaux. Et au regard de ces éléments, il doit négocier non pas au tarif le plus bas avec l'entreprise de propreté, mais au juste prix, ce que nous, on appelle le juste prix, des prestations réalisées au juste prix. Et c'est aussi un champ d'action sur lesquels nous allons intervenir de manière assez conséquente dans les mois à venir. D'accord. Parce que le client ne peut pas constamment demander une révision du coût des prestations à la baisse, ce qui a nécessairement un impact, y compris sur la qualité de vie de nos agents en termes de cadence et autres modalités d'organisation du travail. D'accord. Ben, je vous remercie vraiment pour cette intervention très riche, et on a eu des retours dans ce sens sur le chat, et les réponses très précises que vous avez données à nos questions. Donc, vous retrouverez prochainement le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube d'Amphore. Vous pouvez, comme je vous le disais en début d'intervention, récupérer le support en allant en haut à droite de ce support, un petit nuage avec une flèche montante ou descendante, je ne sais plus, vous permet de télécharger le support. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, je les transmettrai à nos intervenants qui, je n'en doute pas une seconde, répondront très volontiers. Et je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.